Si la nature était la meilleure source d'inspiration pour nous humains, si son observation était la meilleure source d'innovation, les chefs d'entreprise et chercheurs que nous allons rencontrer dans cette émission en sont convaincus. Bienvenue ici au Capucin, au village Baïséa, un accélérateur de start-up qui réunit aujourd'hui une quinzaine d'experts, des experts qui vont nous raconter leurs recherches et leurs succès. Franck représente Emarina, moi je représente la fondation Bioniria. Je l'ai créée pour faire en sorte que les chefs d'État préfèrent trouver de la biodiversité que du pétrole sur leur territoire. C'est le seul but de cette fondation, faire en sorte qu'un jour les chefs d'État soient plus heureux de trouver une nouvelle espèce, qu'on leur annonce la découverte d'une nouvelle espèce sur leur territoire que la découverte d'un gisement de pétrole. Bonjour Idrissa Berkane. Bonjour. Alors vous, le biomimétisme, vous êtes vraiment un convaincu de la première heure? Ouais, je me suis vraiment battu un peu partout dans le monde, fait des conférences pour expliquer que la nature est notre plus grande source de richesse, pas d'un point de vue philosophique, d'un point de vue terre-à-terre, économique, que protéger la nature en fait va créer des emplois, va rapporter de l'argent, sans subvention, sans écotaxe, pour une raison très simple, c'est que la nature est bourrée de connaissances et qu'au XXIe siècle, on est dans l'économie de la connaissance. La connaissance vaut plus cher que les ressources, vaut plus cher que le pétrole. Si le pétrole vaut quelque chose, c'est la connaissance d'avoir un moteur à explosion, d'avoir de l'extraire qui a donné sa valeur au pétrole. La connaissance est la ressource la plus fondamentale de l'économie, il n'y en a pas d'autre. La connaissance, c'est le nouveau pétrole. La nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. La biodiversité, il faut la voir comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un puits de pétrole en mieux. Est-ce que les petits pays sont plus en avance que les grands ? Oui, souvent. Souvent les micronations, comme l'île Maurice par exemple, les nations semi-indépendantes comme la Nouvelle-Calédonie, sont plus concernées par le fait que leur biodiversité vale énormément d'argent. Je cite un exemple simple, l'île de la Réunion donc, a eu une présidente assez charismatique qui s'appelait Amina Gurib Fakim et qui avait fait son programme sur la biodiversité. Et à l'île Maurice et à l'île de la Réunion, eh bien, il y a un petit lézard qu'on appelle le margouillat qui s'accroche au mur. Et bien, ce petit lézard a inspiré un robot pour l'Agence spatiale européenne qui s'appelle le robot Abigail, parce qu'en copiant la façon dont ses pattes collent au mur, eh bien, ils ont fait un robot qui colle à la station spatiale. C'était un problème technique assez important parce que la station spatiale, on ne peut pas y coller avec des aimants. Elle est amagnétique, sinon elle attirerait les météorites. Aujourd'hui, donc, on célèbre au village Baïséa le rapport recherche fondamentale, recherche industrielle, qui a un rapport assez problématique en France. Il y a vraiment une sorte de mur de Berlin entre les deux. Mais le passage de la recherche fondamentale à la recherche industrielle, c'est ça qui enrichit un pays. Et justement, pas besoin d'être chercheur pour s'intéresser à la nature. Il y a eu l'inventeur du velcro, par exemple. Le velcro, il s'inspirait des bardanes, là, les petites boules qui nous collent au pantalon. Et parfois, juste une observation, les Indiens ne sont pas des chercheurs scientifiques. Et pourtant, ils ont mis au point des molécules. Le curare, par exemple. Le curare que les Indiens d'Amazonie utilisaient pour chasser les singes, eh bien, il est utilisé aujourd'hui en chirurgie. À chaque fois qu'on met quelqu'un sur une table en chirurgie, en anesthésie générale, on le curarise pour détendre ses muscles. Vous êtes intarissable sur le sujet. C'est parce que j'aime ça. Le secret, c'est d'aimer ça vraiment. Alors Franck Zal, vous êtes le tout nouveau parrain de ce village Baïséa. Première distinction, vous avez aussi reçu l'award de la meilleure start-up nationale de l'année, donc double félicitations. Vous, la nature comme source d'inspiration, vous étiez convaincu, vous l'avez prouvé. Racontez-nous cette magnifique histoire du petit ver à Rénicole. Alors j'étais plus que ça, j'étais vraiment extrêmement convaincu, puisqu'en fait, alors mon parcours, j'ai passé 15 ans de recherche, de ma vie en fait, dans un laboratoire de recherche publique, où je m'intéressais en fait, à la respiration d'organismes colonisant des milieux extrêmes, et notamment des vers marins. Je me suis intéressé à la rénicole, donc je me suis posé une question simple, c'est comment un ver était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Et finalement, en travaillant sur la respiration de ce ver marin, j'ai identifié l'ancêtre de nos globules rouges, qui était une hémoglobine extracellulaire, qui aujourd'hui peut révolutionner des pans entiers de la médecine, que ce soit en transplantation, que ce soit en cicatrisation, que ce soit en transfusion, grâce à cette petite molécule que l'on a trouvée chez ce ver marin. Quelle a été, on va dire, la première réussite, la première application concrète? Alors, la première application, c'est plus du tout maintenant de la science-fiction, puisque en fait un produit qui s'appelle Hémo2Life, issu en fait de cette hémoglobine de ver marin, a été utilisé avec succès en fait dans des transplantations. On a transplanté 60 patients, et donc en fait ça a donné des résultats extrêmement positifs en fait dans la transplantation. Et puis en fait on a fait d'autres types de transplantations. C'est la transplantation du visage, une première mondiale. Et ça c'était donc en janvier, une magnifique histoire. Oui, en janvier, je reçois en fait, alors déjà tout commence en novembre 2017, je reçois un coup de téléphone du professeur Lantieri qui avait entendu parler de la molécule. Il voulait l'utiliser pour un cas qui était un cas difficile. C'était une personne qui avait reçu un visage et qui avait
qui avait rejeté son premier visage et c'était une deuxième transplantation sur le même patient. Et donc, il voulait absolument utiliser le produit. Et donc, il a eu en un temps record l'ensemble des autorisations pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, le 15 janvier 2018, il part pour chercher un visage. Et donc, il récupère le visage, la face plutôt. Et en fait, il utilise ce produit, nos produits Emodolife, et ça s'est extrêmement bien passé. Et ça, c'était pas prévu du tout au départ. Ah, absolument pas. Quel est le message que vous feriez passer par rapport à votre histoire ? Alors qu'il y a plusieurs messages que je pourrais faire passer. C'est que tout est possible, c'est-à-dire que regarder la nature, un ver marin qui est anecdotique, que l'on voit sur la plage, que tout le monde a mis au bout de son hameçon pour aller à la pêche, ça pourrait révolutionner des pans entiers de la médecine. Donc apprendre à regarder notre environnement. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est quand on se balade dans la nature, on ne sait même pas comment s'appellent les choses. C'est-à-dire qu'on voit un arbre, on dit c'est un arbre. Ben non, ça peut être un chêne, ça peut être un frêne, etc. On n'apprend plus ça en fait à l'école. On n'apprend plus ça dans les universités. Comme dans tout village, il y a un maire et c'est une femme. Bonjour Sigolène Brun. Bonjour. Alors dites-nous, le village Baïséa est installé ici au Capucin depuis 1 an et demi. Pourquoi ce nom d'abord village et quelle est votre mission ? Alors village, c'est parce que ça fait penser à une petite communauté qui se connaît bien, qui s'entraide. Et un maire, parce que le maire va représenter à l'extérieur cette communauté et faire en sorte que celle-ci se développe le mieux possible et se rende service entre eux. D'accord. Autour de quelles grandes thématiques finalement vous rassemblez ? Alors, on est spécialisé dans 4 thématiques. La mer, santé bien vieillir, l'agriculture et l'agroalimentaire, et enfin la cybersécurité. Alors pourquoi ça ? C'est tout simplement pour qu'une entreprise se développe, elle a besoin de s'appuyer sur un tissu économique local. Et évidemment en Finistère, sur quoi on peut s'appuyer ? Sur ces domaines d'excellence-là et sur des entreprises qui sont reconnues pour être excellentes dans ces domaines-là. Et vous alors, à quel stade vous intervenez justement auprès de ces entreprises ? Alors on est un accélérateur. Alors dans notre monde à nous, accélérateur, ça veut dire qu'on accompagne les entreprises qui sont déjà créées. On n'accompagne pas les porteurs d'idées. Là, il y a d'autres dispositifs qui existent en France. Nous, c'est à partir du moment où l'idée a été transformée en un produit ou un service, à partir du moment où il y a eu un début de commercialisation, on vient aider l'entrepreneur à faire en sorte que son chiffre d'affaires croît de manière exponentielle. Et alors, combien de projets menés, accompagnés ? En ce moment, on en a 19. 19 startups sont accélérées au village. Elles sont extraordinaires. Évidemment, elles ont une vie trépidante. On espère et on fait tout pour qu'elles ne se cassent pas la figure. Parce qu'une start-up, malheureusement, ça peut se casser la figure. Alors, Madame Grison, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Dites-moi en quoi la nature, vous, dans vos recherches, vous a inspiré ? Alors, la nature est le point de réflexion de tous nos travaux de recherche, qui sont doubles. Tout d'abord dans le domaine de l'écologie, puisqu'on travaille beaucoup sur la restauration écologique de sites industriels, sur les aspects sol et eau. Et à chaque fois, c'est en étudiant les stratégies d'adaptation des plantes qu'on trouve des idées pour développer de vastes programmes de restauration écologique. Est-ce qu'en France, vos recherches ont intéressé, vous avez réussi, on va dire, à toucher des grandes industries, ou des petites aussi d'ailleurs ? Oui, on travaille notamment, par exemple, en ce moment donc avec le groupe Colas, sur la valorisation des effluents issus de leur carrière, riches en manganèse. Donc il faut les traiter. Donc ils utilisent une méthode qui est la méthode de tous les industriels, un traitement à la chaux, mais qui génère des boues dont on ne sait pas quoi faire. Donc l'objectif du laboratoire est de montrer qu'on peut utiliser ces effluents à des fins beaucoup plus vertueuses en utilisant des plantes et donc un filtre végétal qu'on a conçu. Et en sortie, l'effluent peut être rejeté dans l'environnement. Est-ce que le milieu est encore un peu frileux ou moins, encore trop ? Alors de moins en moins, alors on souhaiterait que ça aille encore plus vite bien sûr, mais il est toujours difficile de changer des habitudes. Ce genre d'initiative est quand même un phénomène récent. C'est une chimie complètement écologique, donc qui est vraiment le moteur de tous les efforts de réhabilitation écologique, puisqu'elle nous permet de valoriser toutes les plantes qu'on a utilisées en réhabilitation. Des plantes chargées de métaux en fait. Voilà, des plantes chargées de métaux sont transformées en des outils extrêmement utiles pour une chimie complètement éco-responsable qui va utiliser donc, ces espèces végétales gorgées de métaux plutôt que d'aller continuer à extraire le minerai avec tous les impacts environnementaux qu'on connaît. On évoquait tout à l'heure les vers marins. Laurent Meyer, c'est la mer aussi qui vous inspire. Vous êtes directeur scientifique de Manros Therapeutics. La mer, médicament de demain, vous y croyez en termes d'opportunités ? Alors effectivement, les organismes marins peuvent être une source de molécules marines qui peuvent être développées pour faire de nouveaux médicaments. La plupart des médicaments qui sont utilisés actuellement sont issus du milieu terrestre, des champignons, des levures, etc. Et le milieu marin est beaucoup moins exploré dans ce domaine. Et pourtant, il y a de la ressource. Vous travaillez, vous, sur les kinases. Alors, qu'est-ce que c'est des kinases ?
Ce sont des protéines qu'on retrouve dans l'ensemble de nos cellules et qui contrôlent la vie de nos cellules. Et sans kinase, les cellules meurent. Et ce qui se passe souvent, c'est que dans les pathologies humaines, on a une anomalie de ces kinases. Et donc, on essaie de réduire leur activité, de diminuer leur impact avec des inhibiteurs, des petites molécules qui vont bloquer ou ralentir leur activité. Et demain, dans le domaine de la santé, ça veut dire quelles avancées potentielles? Alors, on travaille dans plusieurs domaines, la mucoviscidose, la polykystose rénale et également la maladie d'Alzheimer et trisomie. Et là, dans le cas des organismes marins, on a une molécule issue d'une éponge, donc on a largement modifié, mais qui corrige les déficits d'apprentissage et de mémorisation pour la maladie d'Alzheimer et la trisomie. D'accord. Où vous en êtes aujourd'hui dans le processus? Pour le moment, on soigne des souris, donc c'est une première étape, mais ce n'est pas l'objectif. Mais on essaie d'améliorer les produits et de vérifier surtout leur innocuité et leur efficacité avant de les passer chez l'homme. Ça, c'est long. Alors ça prend du temps et de l'argent. Voilà. Quand il y a un petit résultat, c'est extrêmement grisant. C'est même surprenant. Ouais. C'est une sorte de drogue autorisée par l'État, même financée par l'État. Encore mieux. Ça, c'est un scoop. Alors si vous avez déjà mis les pieds dans un élevage porcin, vous avez sans doute remarqué qu'il y fait très chaud, jusqu'à 29 degrés, David Maradour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà le cochon se plairait bien sous les tropiques. Est-ce qu'il est frileux ou est-ce qu'il dégage lui-même beaucoup de chaleur? Absolument, un cochon sans poil, ça vit très bien sous les tropiques, mais à Brest, c'est un peu moins les tropiques. On est un peu loin des tropiques. Voilà. Donc dans la nature, il va chercher la chaleur auprès des porcs les plus lourds. Mais dans une salle d'exploitation, d'élevage, il n'est pas en contact avec ses congénères. Donc il lui a besoin d'un coup de main, qu'on lui apporte de la chaleur. Donc c'est là que vous avez, c'est sur cet aspect-là que vous avez ciblé vos recherches et vous avez trouvé un nouveau système. Absolument. En fait, l'idée, c'était de reproduire ce qui se faisait dans la nature. Il fallait absolument récupérer, entre guillemets, les calories sales d'extraction d'air des grands bâtiments d'élevage, des porcs les plus lourds, pour les utiliser, les transformer en calories propres pour chauffer les porcs les plus petits, donc les porcs qui font entre 5 et 6 kilos. Auparavant, quand on voulait ventiler ces salles, on prenait l'air extérieur, qu'il soit à moins 2 degrés ou à 0, on l'envoyait tel quel dans des salles où on veut 29 degrés. Là, on préchauffe cet air et tout en le préchauffant, on le filtre également des parasites, des virus, des bactéries. Et ça, c'est une première et c'est aussi un plus pour l'éleveur. À la base, ça vous a demandé beaucoup d'observations, beaucoup de recherches? Ouais, c'est presque 3 ans de mise au point entre le premier prototype et le dernier, le 9e prototype, où là, depuis 3 chantiers, on fait la même chose. Un standard qui permet bien sûr de réaliser ce chauffage écologique, mais de diminuer aussi la facture énergétique. On divise par 3 à 5 fois la facture. C'est un système qui va permettre donc de reproduire les conditions naturelles de chauffage. Voilà, c'est la fin de cette journée plus qu'inspirante, en espérant qu'elle vous ait donné plein d'idées. À très vite sur TBO, Kenavo.